Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à notre bulletin de nouvelles hebdomadaire Infotémis. Ici Lorraine McLean, votre lectrice pour aujourd'hui. Alors, cette semaine, à Infotémis, nous avons le rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord se voit contraint d'annuler sa 42e édition pour l'été 2024. 10 nouveaux logements sociaux et abordables seront construits rapidement à Lorrainville. Éclosion de rougeole, pas de cas en Abitibi-Témiscamingue. Québec freine le financement de maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences. La Banque du Canada reste inflexible et maintient son taux directeur à 5 %. Plus de 1 million d'aînés canadiens approuvés par le régime canadien de soins dentaires à ce jour. Et plusieurs autres nouvelles. Et surtout, n'oubliez pas d'être des nôtres à 18 h chaque mercredi soir pour notre télé-bingo hebdomadaire. Le rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord, qui a enchanté des passionnés de camions lourds du monde entier pendant 41 ans, se voit contraint d'annuler son édition de 2024. Cette décision a été prise le 6 mars dernier lors d'une réunion du comité organisateur actuel. Depuis avril 2023, le comité a dû faire face à diverses contraintes et défis. Tout a commencé à l'automne 2022 lorsque le ministère des Transports du Québec a reçu un signalement concernant des problèmes de sécurité liés aux spectateurs, aux officiels et aux riverains. Les membres du comité, les employés et d'autres collaborateurs impliqués dans l'organisation de l'événement ont engagé de nombreuses négociations avec le ministère pour obtenir une autorisation de tenir l'événement en 2023 en respectant des conditions spécifiques. L'une de ces conditions était d'obtenir des plans approuvés par des ingénieurs certifiant que les infrastructures étaient entièrement sécuritaires pour tous. Le comité a suivi cette démarche dans l'espoir d'assurer la pérennité de cet événement mondialement reconnu. Cependant, le plan élaboré impliquait des coûts exorbitants de plus de 2,7 millions de dollars. De plus, la permission d'effectuer ces travaux pour maintenir les courses dans la célèbre côte n'a été accordée que pour 4 ans par le ministère. Ces coûts pour une solution temporaire étaient irréalistes et inacceptables pour tous. Il est également important de mentionner que les exigences des assurances sont de plus en plus strictes et que les coûts augmentent considérablement. De plus, le site de l'école Rivière-des-15, où se tenait l'exposition Show and Shine et où se trouvait le stationnement pour les centaines de camions, n'était pas accessible pour l'événement car ils refont tout l'asphaltage de la cour d'école. En prenant en compte tous ces éléments imprévus, la décision s'est imposée d'elle-même. Il n'y aura pas de rodéo du camion en 2024 et l'événement devra se réinventer. Les prochaines éditions seront sous une forme complètement différente et sur un nouveau site encore inconnu à ce jour. Tous les membres du comité des attractions touristiques, organisateurs des courses de camions, sont désemparés, mais confiants que la réorientation de l'événement est possible. Malheureusement, le comité se retrouve désormais sans employés dans ses bureaux pour assurer les suivis. Les organisateurs recherchent un nouveau site pour relancer l'événement en 2025, mais préviennent que le village risque d'être écarté. Luc Lafontaine doute que le festival renaisse à Notre-Dame-du-Nord, même s'il promet de préserver les racines du Témiscamingue. Le comité du rodéo du camion tient à exprimer sa profonde gratitude envers la municipalité de Notre-Dame-du-Nord pour son appui inestimable au fil des années. Il tient à remercier également le conseil de bande de Témiscamingue First Nation d'avoir autorisé l'utilisation d'une partie de leur territoire. Les citoyens de la localité, qui ont accueilli année après année des visiteurs venus de partout, ont contribué à faire de Notre-Dame-du-Nord un village en fête. Le comité du rodéo du camion réitère sa reconnaissance envers les milliers de bénévoles qui ont contribué au succès de l'événement, ainsi qu'aux précieux commanditaires et entreprises de la municipalité qui ont soutenu l'événement pendant 41 ans. Réputée pour les prix offerts, dont des camions lourds, l'organisation promet de tenir son tirage annuel. Les fonds recueillis, au lieu d'être donnés aux organismes qui aidaient en faisant du bénévolat, seront conservés pour payer à 100 % la nouvelle piste de course.
C'est au centre de services scolaires Lac-Témiscamingue où le décroche scolaire a été le plus élevé dans la région depuis 2020-2021. Le ministère de l'Éducation a rendu public ses plus récentes données concernant le taux de sortie sans diplôme ni qualification et on en dénombre de 22,3 % au sein de ce centre. Cette donnée est très au-dessus de la statistique à travers la province alors qu'elle se situe à 13,5 %. Chez les garçons du centre de services scolaires Lac-Témiscamingue, ils ont été 27,4 % à décrocher et chez les filles, 14,6 %. En revanche, celui de Rouyn-Noranda a très bien fait avec seulement au total 13,8 % et un faible pourcentage chez les filles avec 7,4 %. Le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard, est fier d'annoncer que le projet d'Eureka Immobilier de Lorrainville fait partie des projets sélectionnés dans le cadre du deuxième appel de projet du programme d'habitation abordable Québec de la Société d'habitation du Québec. Ce projet se réalisera grâce à l'entente Canada et Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements dans laquelle le gouvernement du Canada et du Québec ont chacun investi 900 millions de dollars. La municipalité de Lorrainville est également une des partenaires financiers de ce projet, car elle doit fournir une contribution au projet équivalent à un minimum de 40 % de la subvention de base de la société. Dans un contexte de crise du logement, les gouvernements du Canada et du Québec ont annoncé le 16 février dernier qu'à l'échelle du Québec, 2574 nouveaux logements pourront être réalisés rapidement en vertu de la sélection de 47 projets, dont celui-ci. Afin d'assurer une mise en chantier rapide de ces projets, leurs promoteurs devront avoir conclu un contrat avec un entrepreneur dans les 12 mois suivant leur sélection pour maintenir leur admissibilité aux contributions gouvernementales. Moins de 2 mois après avoir signé une entente historique avec le gouvernement du Canada, la municipalité de Lorrainville est déjà prête à annoncer la construction de logements additionnels dans le cadre du programme d'habitation abordable Québec. Cette bonne nouvelle pour la région du Témiscamingue montre la ferme volonté d'accroître la construction de logements abordables partout au Québec. Tous les Québécoises et Québécois méritent d'avoir un logement qui répond à leurs besoins et d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Le gouvernement du Canada est fier de participer à la création de 10 nouveaux logements abordables, dont des logements 4,5 à Lorrainville, pour les personnes les plus vulnérables par l'entremise de l'entente Canada-Québec concernant l'initiative pour la création rapide de logements, ainsi que les fonds pour accélérer la construction de logements. Les locataires devront débourser entre 700 et 800 $ par mois pour s'y loger. Daniel Bernard mentionne que c'est encourageant de constater qu'un jeune entrepreneur appuyé par sa municipalité peut tirer profit du programme d'habitation abordable Québec pour construire des logements qui viendront assurément aider de jeunes familles ou des aînés à se loger à meilleur coût ici à Lorrainville. Le gouvernement contribuera donc d'un montant de près de 1 372 000 $ dans ce projet évalué à 2 603 025 $. Ce projet témoigne du dynamisme de la municipalité de Lorrainville. Restez des nôtres après l'infotémis pour regarder la conférence de presse qui a eu lieu le 6 mars dernier. Une centaine de personnes se sont donné rendez-vous mercredi soir dernier à Moffett pour la première de la pièce de théâtre Michelin. Coproduite notamment par le Théâtre du Tandem de Rouyn-Noranda et par le Grand Théâtre de Québec, la pièce aborde la réalité du milieu agricole. Plusieurs ont salué l'initiative de décentraliser le théâtre professionnel pour le faire voyager en région. L'auteur et interprète Michel-Maxime Legault se questionne dans son monologue sur le virage qu'aurait pris sa vie s'il s'était appelé Michelin, comme le souhaitaient ses parents fermiers. Devant lui, une centaine de spectateurs de différents horizons s'esclavent alors que d'autres plongent dans leurs propres souvenirs. L'équipe de Michelin avait rencontré des agriculteurs l'été dernier à Moffett,
Lamotte et Sainte-Germaine-de-Boulay afin d'imprégner le texte de la réalité rurale. Il était donc logique pour le directeur artistique du théâtre du Tandem, Alexandre Castonguay, d'amorcer la tournée dans un village. Le maire de Moffett, Alexandre Binette, était visiblement fier de l'engouement de voir du théâtre professionnel à Moffett. Des ateliers de théâtre inspirés par Michelin étaient animés par Alexandre Castonguay. Jean-Pierre Marcotte, résident de Moffett, compte mettre à profit ce qu'il a appris au Club de l'Âge d'Or afin de développer des ateliers pour prévenir la violence et la fraude chez les personnes âgées. Michelin s'adresse à tous les publics et ne sera pas adapté pour les citadins moins familiers avec le monde agroalimentaire. Le spectacle poursuit sa tournée à Ville-Marie. La saison des sucres est déjà bien entamée au Témiscamingue. Le propriétaire de l'érablière Thème Sucre, Hugo Lévesque, parle d'une saison exceptionnelle. Il souligne avoir commencé à entailler dès la fin du mois de janvier, soit environ un mois plus tôt que les années précédentes. En fin de journée, mardi dernier, M. Lévesque disait avoir récolté plus de 7000 gallons dans les 24 dernières heures. Plus de 500 personnes provenant de la Sarre, d'Amos et de Val-d'Or et du Témiscamingue ont aussi visité la cabane à sucre à l'Aniel au cours du dernier week-end. Si Dame Nature collabore, la saison des sucres pourrait se prolonger jusqu'au début avril. Selon le journal La Presse, l'érablière Thème Sucre est une des meilleures cabanes à sucre au Québec, dont la seule au Témiscamingue. Malgré l'ajout du compost dans différentes MRC et les efforts déployés par plusieurs citoyens, la quantité de déchets produits en Abitibi-Témiscamingue demeure relativement stable depuis les 5 dernières années. Une situation qui inquiète le Conseil régional de l'environnement. Après avoir atteint un sommet historique de 92 270 tonnes de déchets dans la région en 2021, le total de 83 477 tonnes en 2022 est similaire à la moyenne des dernières années. Il y a 3 types de déchets qui sont collectés sur le territoire, à commencer par les déchets du secteur résidentiel, donc de vos résidences. Il y a également ce qu'on appelle les ICI, soit les industries, commerces et institutions. Les CARD représentent les résidus de construction, rénovation et démolition. Lorsqu'on analyse les données plus en détail, on constate que la MRC de la Vallée de l'Or produit beaucoup plus de déchets que les autres MRC de la région. En fait, dans le secteur résidentiel, c'est presque le double dans certains cas. Le préfet suppléant Martin Ferron croit que le navettage, communément appelé fly-in, fly-out, qui est très répandu dans la Vallée de l'Or, pourrait en partie jouer un rôle. On parle de plusieurs milliers de personnes qui viennent et qui consomment dans les prêts à manger que l'on retrouve dans les dépanneurs, les épiceries, les commandes à porter dans les restaurants. Les affaires sont bonnes, mais ça génère énormément de déchets et ces gens-là ne payent pas de taxes, mentionne M. Ferron, en précisant que ces personnes ne sont pas comptabilisées dans le calcul de déchets par habitant. Il ne s'agit pas de la seule raison. Des citoyens de la MRC doivent s'attendre à un impact sur le compte de taxes si la situation ne s'améliore pas. C'est que le coût pour le recyclage est remboursé au MRC, mais pas les coûts d'enfouissement. Plus on va enfouir, plus on va payer, mais plus on va le détourner vers le compostage et le recyclage, moins on va payer. C'est un choix de société. C'est un budget toujours en augmentation et ça nous préoccupe. Claire Bolduc, préfète, mentionne qu'en 2017, le budget de la MRC de Témiscamingue s'élevait à 8 millions de dollars, dont le quart était dédié aux matières résiduelles. Maintenant, on a un budget de 18 millions de dollars, dont le quart du budget est encore dédié aux matières résiduelles. Ça ne baisse donc pas. À Rouyn-Noranda, la quantité de déchets par habitant est maintenant la plus basse de la région. On estime que la diminution de la collecte de déchets et l'arrivée du compost aient pu avoir une incidence. La quantité de déchets provenant des milieux industriels, commerciaux et institutionnels est aussi passablement plus élevée dans la MRC de la Vallée de l'Or. Martin Ferron estime que la filière minière joue un rôle important considérant la quantité importante d'entreprises liées aux mines sur le territoire.
Martin Ferron croit que Québec doit aussi légiférer davantage concernant l'emballage de différents produits. Si Québec ne vient pas réglementer, empêcher certains commerces ou épiceries d'emballer des bananes ou des tomates dans du cellophane ou des contenants de plastique, on ne prendra pas le dessus. Il va falloir que des choses soient interdites. On peut jeter le blâme sur tous et chacun, mais s'il n'y a pas de débouché pour les matières congénères, on ne peut malheureusement pas les valoriser et c'est souvent ce qu'on remarque avec les résidus de construction, de rénovation et de démolition. Claire Bolduc souligne qu'une hausse des travaux de construction a été constatée depuis la pandémie et qu'il est important de trouver des solutions. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue confirme qu'aucun cas de rougeole n'a été recensé dans la région après la nouvelle de l'éclosion d'une dizaine de cas au Québec. Ces cas ont été recensés dans la grande région de Montréal. Toutefois, la Direction de santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue invite la population à s'assurer que leur vaccination contre la rougeole et celle des membres de leur famille est à jour. Aussi, toute personne dont la vaccination n'est pas à jour peut obtenir le vaccin gratuitement en contactant le CLSC de son secteur. Dr Luc Boileau, directeur de la santé publique, insiste sur l'importance de la vaccination. Nous voulons non seulement protéger les enfants, mais aussi les personnes malades ou immunosupprimées. Les quarts de vaccination diffèrent non seulement entre les régions, mais ils diffèrent aussi à l'intérieur d'une même région. Pour ce qui est de l'Abitibi-Témiscamingue, le CISAT n'a pas dévoilé le taux de vaccination contre la rougeole, la rubéole et les oreillons. Il importe de rappeler que le vaccin contre la rougeole est hautement efficace et sécuritaire et demeure la meilleure protection contre la rougeole. Il est conseillé de rester à l'affût de l'apparition des symptômes, surtout pour les personnes qui ne sont pas adéquatement vaccinées. Les principaux symptômes sont une fièvre importante, une toux, un écoulement nasal, des yeux rouges et un malaise généralisé suivi de rougeur au visage puis sur le corps. Les personnes dont le statut vaccinal est incertain ou qui présentent des symptômes de la rougeole peuvent communiquer avec InfoSanté 811. On le rappelle, le CSLC, partout au Québec, offre le vaccin gratuitement. C'est le meilleur moyen de se protéger contre le virus et ce, même après l'avoir rattrapé. La région de l'Abitibi-Témiscamingue a fait bonne figure à la finale provinciale des Jeux du Québec d'hiver 2024 qui s'est déroulée du 1er au 9 mars dernier à Sherbrooke. La délégation régionale a mis la main sur 20 médailles, dont 7 en or, 5 en argent et 8 en bronze. Un total de 11 médailles a été obtenu en ski de fond, soit 6 en or, 2 en argent et 3 en bronze. Le Rouyn-Norandien Samuel Bergeron est triple médaillé de bronze en haltérophilie aux Jeux du Québec de Sherbrooke. Les autres médailles ont été remportées en haltérophilie, en judo, en karaté et en patinage artistique. Félicitations à tous les gagnants ainsi qu'aux nombreux participants. En janvier dernier, les journalistes Vincent Larin et Julien Arsenault de La Presse sonnaient l'alarme concernant le transport aérien des patients des régions éloignées vers les grands centres hospitaliers. Dans l'article, on apprenait que les appareils gouvernementaux destinés à offrir ce service sont bien mal en point. La presse y recense de sombres et d'inquiétants constats quant à l'avenir de ce service pour les régions éloignées. Qu'en est-il de la situation actuelle? Les citoyens et les citoyennes de l'Abitibi-Témiscamingue doivent-ils s'en inquiéter? Martin Girard, coordonnateur des relations médias et porte-parole pour le ministère des Transports et de la Mobilité durable, explique que la mission première du programme d'évacuation aéromédicale du Québec vise à assurer l'accès aux populations aux régions éloignées du Québec aux soins et services spécialisés disponibles dans les grands centres de la province lorsque leur état de santé ou l'absence d'autres moyens de transport le justifie. Deux acteurs jouent un rôle bien précis dans le cadre de ce programme.
Le service aérien gouvernemental assure la coordination des vols, la gestion du personnel navigant, l'entretien des appareils gouvernementaux ainsi que la gestion des contrats avec l'entreprise privée. De son côté, le CHU de Québec Université Laval assure la coordination des demandes, les soins cliniques ainsi que l'encadrement médical et clinique. Au Québec, 4 appareils aériens assurent le service d'évacuation des patients des régions éloignées vers les grands centres hospitaliers. Les avions de type Challenger 601, qui sont utilisés lors des évacuations médicales d'urgence, sont en fin de vie. Le ministère prévoit effectivement les remplacer. Les avions Dash 8, qui sont utilisés pour effectuer les navettes médicales programmées, sont en piètre état et de coûteuses réparations sont nécessaires. La maintenance des aéronefs est effectuée dans le respect des calendriers de maintenance mis en place par les fabricants d'avions et approuvés par Transport Canada. Ces calendriers sont suivis de façon rigoureuse afin de respecter le règlement de l'aviation canadien. Enfin, le coordonnateur des relations médias et porte-parole pour le ministère des Transports et de la Mobilité durable mentionne que le service d'avion hôpital est offert selon les besoins et les demandes du CHU de Québec Université Laval. Entre le 20 février 2023 et le 19 février 2024, l'avion hôpital du service aérien gouvernemental a été déployé 302 fois en Abitibi-Témiscamingue. On a appris récemment que la multinationale Glencore n'était pas certaine de vouloir investir les 750 millions requis pour réduire les émissions d'arsenic de la fonderie Horn à 15 nanogrammes par mètre cube d'ici 2027, ce qui serait, rappelons-le, encore 5 fois plus élevé que la norme québécoise de 3 nanogrammes par mètre cube. L'entreprise, dont les profits annuels sont de plus de 5 milliards en moyenne, dit envisager la fermeture de la fonderie. Cette menace ravive la crainte des conséquences socio-économiques qui découleraient d'une fermeture. La question de la fermeture potentielle de la fonderie divise la population. D'un côté, on soutient que la santé n'est pas négociable et que l'usine doit fermer si elle ne peut pas respecter les normes. De l'autre, on prétend que la fonderie est essentielle à la vitalité économique de la ville et qu'il faut donc accepter sans se plaindre les conséquences de ces opérations. Glencore déclare employer 600 personnes à la Horn, soit moins de 3 % des emplois de la ville. Or, environ 3 700 postes sont à pourvoir à Rouyn-Noranda chaque année, selon Emploi Québec. Advenant la fermeture de la fonderie, la majorité de sa main-d'œuvre se replacerait donc rapidement. Rouyn-Noranda a été pendant longtemps une ville fermée dont l'économie dépendait largement d'une seule entreprise. Mais ce statut n'aura été que transitoire. L'économie s'est diversifiée et Rouyn-Noranda fait maintenant partie des 25 % des municipalités du Québec dont l'indice de vitalité économique est le plus élevé selon l'Institut de la statistique du Québec. Chose certaine, Rouyn-Noranda et Québec doivent se tenir debout devant une entreprise qui semble se préoccuper davantage de verser des profits à ses actionnaires que du bien-être de la collectivité. Les mines et la métallurgie sont au cœur de l'identité régionale et le resteront. La main-d'œuvre en Abitibi-Témiscamingue est parmi les meilleures au monde dans ces secteurs. Il est déplorable que Glencore s'entête à opérer comme au 20e siècle. Le gouvernement du Québec cesse le développement du réseau des espaces bleus. En Abitibi-Témiscamingue, l'espace bleu devait voir le jour à Amos, dans l'édifice patrimonial du Vieux Palais. Québec s'engage à remettre le bâtiment en ordre et à accompagner la communauté dans un nouveau projet. Dans un article du quotidien Le Soleil, on apprend que c'est en raison des dépassements de coûts que le gouvernement caquiste abandonne l'idée d'ouvrir des musées dans 17 régions de la province, visant à faire rayonner la culture québécoise. Selon Le Soleil, les coûts du projet ont bondi de 26 à 33 millions de dollars depuis l'annonce du projet en août 2021. Québec s'engage tout de même à rénover le bâtiment du Vieux Palais d'Amos pour un projet qui reste à définir avec la communauté.
Ce sera à la communauté de décider qu'est-ce qui devrait se retrouver à l'intérieur. L'heure est maintenant à la réflexion à la ville d'Amos qui souhaite trouver un projet porteur et viable qui assurera la pérennité du vieux palais. Au-delà des coûts de construction pour remettre le bâtiment en ordre, il faut ensuite le faire vivre, il faut l'animer. Il y a donc des coûts d'opération qui sont liés à tout ça. Selon Pierre Deshaies, maire suppléant d'Amos, il faudra agir assez rapidement pour préserver l'intégrité du bâtiment qui, pour le moment, n'est pas en état d'accueillir des activités en raison des travaux préparatoires déjà amorcés. Pour Danae Ouellette, présidente de la Commission culturelle territoriale de la MRC Abitibi, il est primordial que le Vieux Palais conserve sa vocation patrimoniale et culturelle. La directrice générale du Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue, Maude Guy, a eu une pensée pour les personnes impliquées dans le projet depuis 4 ans, d'autant plus que le volet régional était bien avancé. Elle déplore que le projet n'ait jamais émergé d'une concertation régionale, en plus d'avoir semé beaucoup d'inquiétudes dans le réseau régional des institutions muséales. Le Conseil de la culture trouve maintenant important que le projet de restauration du Vieux Palais soit complété, question de préserver ce joyau du patrimoine régional. Il faut que l'argent prévu en Abitibi-Témiscamingue demeure en Abitibi-Témiscamingue, soit pour les coûts d'opération du bâtiment ou pour venir appuyer le réseau muséal. Une chambre individuelle en CHSLD coûte aujourd'hui en moyenne 2 142 $ par mois, selon la Régie de l'assurance maladie du Québec. À Amos, un homme dénonce sous l'anonymat une augmentation de 70 $ par mois en 1 an. Il se dit inquiet pour l'avenir de sa mère. Rappelons qu'en 2022, le gouvernement fédéral a augmenté la pension de 10 % de manière permanente pour les personnes âgées de 75 ans et plus. Malgré cette initiative, Paul Brunet, président du Conseil de la protection des malades, est d'avis que plusieurs personnes âgées continuent de s'appauvrir en raison des frais liés à l'hébergement. Pour tenter de remédier à la situation, le Bloc québécois développe actuellement un projet de loi pour hausser la pension de la sécurité de la vieillesse à partir de 65 ans. Malgré plusieurs relances, le cabinet du ministère de la Santé ne nous a fourni aucune explication pour mieux comprendre les causes exactes des augmentations du prix des loyers dans le CHSLD. Aucune solution n'est proposée non plus pour freiner les hausses supplémentaires. Le 29 février dernier, près d'une vingtaine de personnes étaient présentes à la 51e Assemblée régionale annuelle de l'Lac-Faux-Témiscamingue qui se tenait en présentiel au cœur du village d'Earlton et en virtuel. Dominique Naquers, président de Lac-Faux, a mentionné lors de son discours d'ouverture que l'année 2023 en était une de remise sur pied pour l'organisme, et ce, avec la relance d'une grande majorité de ses activités et événements, tandis que l'année 2024 s'annonce pour être une année remplie de projets. L'Assemblée a permis de présenter la planification stratégique 2024-2027 de Lac-Faux-Témiscamingue. Parmi les grandes nouveautés, ce sera le retour de la fête de la Saint-Jean-Baptiste le 21 juin prochain à la salle Diamond, accompagné du chansonnier Danny Desroches, qui offrira un répertoire de 100% francophone. Également, il a été question de la mise sur pied d'un projet en lien avec l'immigration pour attirer plus de francophones dans la région. Une demande de financement pour avoir un centre d'immigration francophone dans la région a été acheminée à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Si le financement est accordé, alors cela va commencer en avril 2025. Le bureau de Lac-Faux a besoin de refaire peau neuve. Du financement a été demandé pour des rénovations au bureau car ce dernier ne répond plus aux besoins actuels. Une réponse est attendue entre juin et septembre. L'équipe de Lac-Faux-Témiscamingue est maintenant prête à poursuivre ses activités afin de répondre aux besoins des francophones de la région. La perte du service de chirurgie vasculaire à l'hôpital d'Amos préoccupe les élus de la MRC Abitibi. Les maires y voient un pas de plus vers une détérioration des services de santé de proximité sur leur territoire. Les élus sonnent l'alarme. Ils déplorent que des citoyens doivent souvent parcourir 600 km vers Montréal quand des soins ne sont plus offerts dans la région,
comme c'est dorénavant le cas avec la chirurgie vasculaire. Selon le préfet suppléant de la MRC Abitibi, Guy Barry, l'accès à des services de santé de proximité doit être une priorité pour tous, à commencer par le ministère de la Santé et son ministre Christian Dubé. Les élus municipaux sont très inquiets de la situation actuelle. On sent que notre système de santé est très fragile, que ce soit au niveau du personnel, des médecins de famille, des spécialistes et surtout des services de proximité. Pour nous, c'est important et même essentiel. Les élus plaident pour la mise en place d'incitatifs afin d'attirer des spécialistes, mais aussi des médecins de famille et d'autres professionnels de la santé. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue a reconnu qu'il n'était pas parvenu à recruter un chirurgien général avec une spécialisation au niveau vasculaire. Guy Barry, préfet suppléant de la MRC Abitibi, craint que la désuétude des infrastructures et des équipements puisse nuire à ses efforts de recrutement. Si on veut attirer des médecins, surtout des médecins spécialistes, il est important qu'on mette à jour à leur disposition des équipements, des infrastructures de qualité à la fine pointe. Parce que pour que quelqu'un vienne travailler dans la région, il y a l'attrait du milieu, mais aussi l'attrait des conditions de travail. M. Barry souhaite donc une annonce rapide pour la modernisation des blocs opératoires dans la foulée des travaux d'agrandissement de l'hôpital d'Amos. Ce dernier affirme que la modernisation des blocs opératoires est essentielle au maintien du centre de traumatologie en Abitibi-Témiscamingue. À 76 ans, Yvon Bélanger travaille à temps plein comme électricien industriel à Val-d'Or. Il se sent pénalisé par la diminution de sa pension de la sécurité et de la vieillesse causée par son revenu de travail. 200 quelques piastres, répète un électricien de Rouyn-Noranda travaillant toujours à temps plein malgré ses 76 ans bien tassés, comme pour s'imprégner du chiffre. C'est ça que le gouvernement lui coupe tous les mois parce qu'il fait trop d'heures. Chaque matin, Yvon Bélanger de Rouyn-Noranda monte dans sa voiture pour se rendre au travail à Val-d'Or. Il part de chez lui à 5 heures du matin et revient à 6 heures le soir. Il fait cela 4 fois par semaine, des journées de 10 heures. C'est à peu de choses près la routine de M. Bélanger, qui est électricien industriel depuis maintenant 56 ans. Mais les années passent et il commence à craindre le moment où il devra ranger ses outils. Il mentionne que s'il arrête de travailler, il va être pauvre, va quasiment falloir qu'il aille dans une banque alimentaire. C'est la raison pour laquelle il continue de travailler. Mais il ne comprend pas pourquoi le fédéral lui enlève 200 $ sur sa pension de sécurité de la vieillesse. C'est comme s'il le pénalisait parce qu'il travaille. Il ajoute que si le gouvernement veut que l'on continue à travailler parce qu'il manque de bras, il a juste à nous donner notre paye claire. 784,67 $, c'est le montant que peuvent recevoir chaque mois les personnes âgées de 75 ans et plus avec la pension de sécurité du fédéral. Or, cette somme est imposable et assujettie à un impôt de récupération quand le revenu annuel net est supérieur à 81 761 $. D'où les 200 piastres retirés tous les mois à M. Bélanger. Si ses revenus descendaient sous ce seuil, il toucherait donc un montant légèrement supérieur. Interrogé à ce propos la semaine dernière, le fiscaliste Luc Godbout proposait d'introduire une permission du côté des revenus du travail et de faire en sorte qu'une certaine portion ne soit pas prise en compte dans le calcul de la pension de sécurité de la vieillesse est réelle, même si cela ne touche que la minorité de personnes qui continuent de travailler à temps plein et avec un bon salaire à un âge avancé. M. Bélanger mentionne que ça ne le dérange pas de payer l'impôt, c'est normal, mais se faire couper de l'argent parce qu'on travaille, c'est gossant. Il s'agit d'un sentiment partagé par de nombreux lecteurs du journal qui nous ont écrit cette semaine en réaction à l'histoire de la caissière de dépanneur de 70 ans qui arrêtera bientôt de travailler à temps plein pour échapper aux griffes de l'impôt. Plusieurs ont confié qu'ils ne retourneront pas sur le marché du travail parce que les incitatifs mis en place par Québec et Ottawa ne leur semblaient pas suffisamment avantageux. L'aménagement de plus de 600 places pour femmes victimes de violences et leurs enfants est mis sur la glace au Québec.
Alors que des projets de nouvelles maisons d'hébergement s'enlisent dans un bourbier financier dans lequel le gouvernement semble ne pas pouvoir se sortir. De ce nombre, Rouyn-Noranda et La Sarre attendent l'approbation nécessaire pour ériger des lieux où des centaines de victimes pourraient être protégées des sévices de leurs conjoints et même de possibles féminicides dans la région. Une paralysie qui met à mal tous les montages financiers, les plans et la planification effectués dans les dernières années et encouragés par des promesses de 200 millions de dollars du gouvernement de la CAQ. Désespérés et à bout de patience, les organismes et intervenants, dont Cathy Allen, la co-gestionnaire de la maison d'hébergement alternative pour elle, à Rouyn-Noranda, et Karen Landry, la gestionnaire de la maison d'hébergement L'Émeraude de La Sarre, demandent à François Legault de s'activer sans plus attendre. La médecine, c'est une langue unique, lance l'étudiant de deuxième année à l'Université de l'École de médecine du Nord de l'Ontario, Félix Lavigne de Temiskaming Shores. Il suit le programme Voix vers la médecine en français de l'école. Il indique ne pas seulement y apprendre les termes médicaux en français, il apprend aussi à utiliser un langage que les patients peuvent plus facilement comprendre. Félix Lavigne a été marqué par une situation qui lui a fait comprendre l'importance de laisser un patient ou une patiente communiquer en français. Il a vu une patiente repartie seule, le dos rond lourd de sa misère, sans avoir vu le médecin à l'urgence. On l'avait admise dans la salle d'urgence après plusieurs heures d'attente. Elle lui a donné son histoire en français, c'était sa seule langue. Félix Lavigne a parlé au médecin d'urgence du problème de santé de madame. Il l'a bien écouté, mais il n'avait pas eu l'occasion de voir la souffrance et les sentiments de vulnérabilité et d'impuissance de la cliente. Le médecin d'urgence est allé s'occuper des autres cas, quitte à y revenir plus tard. C'était un de ces jours de salle d'urgence engorgée. Elle est repartie sans avoir vu le médecin. En ne racontant que les faits sur l'état du patient, le médecin n'a pas pu voir les émotions qui venaient avec son mal. Ça lui a fait réaliser jusqu'à quel point c'est important que les médecins voient comment le client se sent. Ça peut faire toute la différence. Devant un médecin anglophone, un patient francophone peut demander un interprète, mais ce n'est pas la solution parfaite. Il y a peu de garanties que la personne qui traduit l'histoire transmette l'intensité des émotions du malade au médecin. Avoir une troisième personne au courant de ces problèmes peut aussi être gênant ou stressant. Félix Lavigne ajoute qu'aujourd'hui, en médecine, on essaie d'adapter l'attitude suivante. Je veux comprendre comment tu te sens et trouver avec toi un plan pour te soigner. Bâtir une relation de confiance dès un premier entretien est difficile. En santé, on a plein de services et de ressources, mais ça peut faire toute la différence si on manque le côté émotionnel. Même si les données sur la population démontrent qu'il y a de moins en moins d'unilingues francophones dans le Nord, Félix Lavigne constate qu'ils sont remplacés par des immigrants qui, pour certains, ne parlent pas anglais. Ce n'est pas d'hier que les francophones dans les soins de santé ont été témoins de situations comme celle décrite par Félix Lavigne. Mais les choses sont en train de changer. L'École de médecine du Nord de l'Ontario a le mandat de répondre aux besoins de la population du Nord de l'Ontario. Elle a donc adapté son offre de cours pour former des médecins capables de répondre aux besoins des francophones. On constate que des apprenants de l'École de médecine de l'Ontario accordent beaucoup d'importance à l'accès des services de santé en français. Mercredi le 13 mars se tiendra la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. L'enquête du dernier sondage léger révèle que 74 % de la population estime être en bonne santé mentale et que la plupart ont une bonne estime de soi. Toutefois, les résultats montrent qu'elle est beaucoup moins élevée chez les personnes qui ont une moins bonne perception de leur santé mentale. Il demeure donc essentiel de travailler à favoriser la santé mentale et l'estime de soi de la population, particulièrement chez les plus jeunes. En effet, on observe dans le sondage que l'estime de soi augmente grandement avec l'âge.
Lors de cette journée, le Mouvement Santé mentale Québec souhaite parler de l'importance de contribuer ensemble au développement et au maintien de l'estime et de la confiance en soi. Ces derniers agissent comme un pilier sur lequel reposent nos choix, nos relations et nos réalisations. Une bonne estime de soi nous dispose à la fois à reconnaître nos forces, nos capacités, nos limites et à exprimer nos besoins. Le développement de l'estime de soi n'est pas qu'une responsabilité individuelle. Les éléments qui ont le plus d'impact positif sur leur estime de soi sont les relations amicales, le climat familial, le niveau de scolarité, les relations amoureuses et le statut économique. À l'inverse, les éléments qui semblent avoir des impacts plus négatifs sont les propos et les attitudes discriminatoires et stigmatisantes, les médias en général et les médias sociaux, de même que le statut économique. Sur ce dernier point, il apparaît que le statut économique a des impacts négatifs plus importants chez les 18 à 34 ans et chez ceux dont le revenu familial est de moins de 40 000 $. De nombreuses recherches démontrent depuis des dizaines d'années que la reconnaissance au travail est un facteur de protection en santé mentale. Être reconnu comme personne à part entière dans son unicité au travail par les collègues et les gestionnaires nous donne de l'énergie nécessaire pour se mettre en mouvement. La reconnaissance de l'effort, de l'investissement, de la manière d'effectuer le travail, des résultats et de l'impact de ceux-ci permet de satisfaire les besoins psychologiques d'autonomie, de compétences et d'affiliation sociale. Le 13 mars est également le lancement de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale. S'accepter, c'est être soi-même ensemble. S'accepter est l'une de ces 7 astuces mises de l'avant pour favoriser le bien-être psychologique et la résilience. L'annonce du soutien du gouvernement du Québec au projet du Conseil du patronat du Québec visant à favoriser le maintien ou le retour de la main-d'œuvre d'expérience sur le marché du travail est accueillie positivement par le réseau FADOC. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, il est clair que l'apport des travailleurs et travailleuses d'expérience est essentiel. Le réseau FADOC collabore avec le Conseil du patronat du Québec en faisant partie du comité consultatif du projet Boîte à outils pour l'attraction et la rétention des travailleurs et travailleuses de 60 à 69 ans. Elle tenait à être présente sur ce comité afin d'assurer que les besoins de ce groupe d'âge soient entendus, compris et nommés dans les outils d'accompagnement qui sont développés. Le projet du Conseil du patronat du Québec prévoit accompagner les entreprises, notamment afin de partager les meilleures pratiques en ce qui concerne la conciliation, vie personnelle et vie professionnelle, ou encore en allégeant la charge du travail et en offrant un environnement plus adapté pour cette main-d'œuvre. Les avantages des travailleurs et travailleuses d'expérience sont nombreux pour une entreprise. Il s'agit d'une main-d'œuvre fiable dont la présence peut permettre le transfert de connaissances et amoindrir les effets de l'actuelle pénurie de personnel. L'agisme est encore mieux présent dans les milieux de travail. Les travailleurs et travailleuses d'expérience ont également moins accès à la formation continue. Près de 50% des répondants et répondantes signifiaient que les mesures fiscales seraient un facteur incitatif à se maintenir ou à retourner en emploi. Finalement, le réseau FADOC continue de plaider en faveur de la mise en place d'un indice de la pénibilité à la tâche adaptée au marché du travail du Québec. Cet indice prendrait en considération l'épuisement lié à une tâche afin, par exemple, de favoriser la réorientation de carrière. Le 15 février dernier, le Comité permanent du patrimoine canadien a entendu des témoignages en lien avec les États généraux sur les médias. Le président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, Éric-Pierre Champagne, y a présenté la perspective des journalistes du Québec dont le travail est d'informer le public dans un contexte de plus en plus difficile. Voici un extrait de son allocution. La crise des médias est un enjeu de société trop important pour la résumer à quelques clichés. La vérité, c'est que le travail des journalistes est plus important que jamais dans une société de plus en plus polarisée. Mais la vérité, c'est que nous sommes aussi de moins en moins nombreux pour effectuer un travail de plus en plus difficile. En 10 ans, soit entre 2010 et 2020,
la profession a perdu 23 de ses effectifs au Canada. Pendant que nous perdons des journalistes année après année, le monde n'est pas devenu moins complexe, au contraire. La somme des connaissances et des compétences requises pour exercer le métier ne cesse d'augmenter. Tout ça avec de moins en moins d'effectifs et de moins en moins de temps pour effectuer notre travail. Les exigences du travail de journalistes sont élevées et tout comme les élus, les journalistes exercent leur métier sous le regard du public. Ils font maintenant face au harcèlement et à la haine comme jamais auparavant. Le modèle d'affaires des médias est brisé. Les géants du Web comme Meta et Google accaparent environ 80 des revenus publicitaires numériques au Canada. Des revenus et des profits qui sortent du pays et qui ne reviennent jamais. Ça veut dire que tous les médias au Canada se partagent dorénavant environ 20 de cette tarte publicitaire pendant que les revenus traditionnels sont en chute libre. Il n'y a aucune industrie au Canada qui serait capable de survivre avec une baisse aussi drastique de ses revenus. Produire de l'information, ce n'est pas gratuit. Or, pendant que nos médias continuent malgré la tempête d'informer la population, nous avons de la difficulté à nous tenir debout face à des géants étrangers. Les annonceurs peuvent encore en 2024 déduire leurs dépenses publicitaires sur des plateformes numériques étrangères comme celle de Meta par exemple. C'est un non-sens alors que nos médias meurent à petit feu. Pendant que les médias cherchent des solutions, il faut se rappeler pourquoi il est important d'avoir des médias et des journalistes qui informent le public. Dans son plus récent rapport, le Forum économique a identifié la désinformation comme l'un des risques les plus importants pour la planète au cours des prochaines années. Au moment où l'intelligence artificielle prend son envol, voilà qui est inquiétant pour ne pas dire terrifiant. À travers la crise des médias, c'est aussi une crise culturelle au sens large que nous vivons. Les médias et les journalistes sont les témoins de nos communautés et de leur vie politique, économique, sociale, culturelle et sportive. Le réseau FADOC estime que le gouvernement du Québec doit profiter de son prochain budget pour mettre fin à certaines injustices. Ce dernier recommande l'élargissement du programme de prothèses auditives de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Il doit couvrir dorénavant l'achat, la réparation et le remplacement de 2 prothèses auditives pour les personnes de 65 ans et plus. Actuellement, à partir de l'âge de 19 ans, la deuxième prothèse auditive est remboursée seulement si cela permet une amélioration essentielle aux études ou au travail ou si la personne a une déficience visuelle. Pour le réseau FADOC, il faut que les personnes aînées profitent de mesures de soutien relativement à des dépenses en matière de santé. Les prothèses auditives coûtent entre 3 000 et 7 500 $ au Québec. Près du quart des personnes qui en ont besoin ne s'en achètent pas à cause de leur prix élevé. Une déficience auditive non traitée peut entraîner des conséquences négatives pour la santé et de l'isolement social. De plus, le réseau FADOC croit que la Régie de l'assurance maladie du Québec pourrait rembourser l'achat de lunettes de prescription ou de verres de contact pour les bénéficiaires du supplément de revenus garanti, puisqu'il s'agit des personnes les moins nanties du Québec. Une personne de moins de 75 ans recevant strictement les prestations publiques fédérales, pension de la sécurité de la vieillesse et le supplément de revenus garanti aura un revenu annuel de seulement 21 345 $. Ce budget donne également l'occasion au gouvernement de mettre fin aux pénalités sur la rente de retraite du régime de rente du Québec des bénéficiaires de la rente d'invalidité. Rappelons que les bénéficiaires d'une rente d'invalidité entre 60 et 65 ans se voient imposer des pénalités qui peuvent aller jusqu'à 24 % lors du retrait de leur rente du RRQ. Les bénéficiaires de la rente d'invalidité n'ont pas choisi de se retrouver dans cette situation. Pour le réseau FADOC, cette situation s'apparente à de la discrimination de la part de l'État. En ce moment, l'âge d'admissibilité aux différentes mesures fiscales destinées aux personnes aînées varie. Le réseau FADOC invite le gouvernement à réfléchir à uniformiser la situation et les rendre accessibles minimalement dès 65 ans, l'âge normal de la retraite au Québec. Par exemple, le crédit d'impôt pour frais engagé par un aîné pour maintenir son autonomie,
le crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés et le crédit d'impôt pour soutien aux aînés sont seulement offerts aux personnes de 70 ans et plus. L'abaissement de l'âge d'admissibilité de ces mesures fiscales permettrait à plus de Québécoises et de Québécois d'en profiter, ce qui facilitera leur maintien à domicile. L'État doit continuer d'accorder une attention particulière à son système de santé. L'amélioration des soins de santé, notamment l'important virage vers les soins à domicile, passe d'abord et avant tout par une main-d'œuvre disponible en quantité suffisante. Le gouvernement du Québec doit présenter un plan d'action et investir en main-d'œuvre dans le réseau de la santé afin de rehausser les cohortes d'étudiants dans les domaines de la santé, de développer des incitatifs financiers, de recruter du personnel à l'international, d'améliorer la mise à niveau des acquis et des compétences et de favoriser le décloisonnement des professions. Enfin, le réseau FADOC recommande d'ajouter les services d'assistance personnelle au programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique. Puisque le maintien à domicile est prôné, cette exclusion est insensée à nos yeux. La Société canadienne d'hypothèques et de logement, la SCHL, a annoncé la fin du programme d'incitatif à l'achat d'une première propriété. Les Canadiens et les Canadiennes auront jusqu'au 21 mars à minuit, heure de l'Est, afin d'effectuer de nouvelles demandes ou des mises à jour. Le programme d'incitatif à l'achat d'une première propriété avait pour objectif de réduire les mensualités hypothécaires de premiers acheteurs avec une participation du gouvernement fédéral. Grâce à cette initiative, les propriétaires avaient droit à un prêt pouvant aller jusqu'à 10 % du prix d'achat et ainsi, cela leur permettrait d'obtenir une mise de fonds plus importante et de réduire ainsi les mensualités. La mesure incitative doit être remboursée par les propriétaires après 25 ans ou lorsque la propriété est vendue. Le montant dû est calculé en fonction de l'évolution de la valeur de la demeure. Selon ce qu'a indiqué le SCHL, c'est en raison des problèmes d'éligibilité que le programme prend fin. La Banque du Canada reste sur ses gardes et maintient son taux directeur à 5 %, même si l'inflation donne des signes d'apaisement et que l'économie faiblit. Le ton du message de la Banque centrale était plus attendu que la décision sur le taux, qui avait été largement anticipée par les économistes. Et ce ton est encore très prudent. L'inflation a reculé à 2,9 % en janvier, ce qui ravive l'espoir d'une baisse prochaine des taux d'intérêt, mais la Banque du Canada veut voir l'inflation diminuer de façon durable avant de changer de cap. La prochaine décision sur les taux est le 10 avril, soit avant le budget fédéral annoncé le 16 avril. Le gouverneur de la Banque du Canada a déjà alerté le gouvernement fédéral et les provinces sur l'importance de contenir les dépenses publiques pour lutter contre l'inflation. Le taux directeur de la Banque du Canada est à 5 % depuis le mois de juillet et vient d'être maintenu à ce niveau pour la 5e fois. Selon le gouverneur, la politique monétaire a réussi jusqu'à maintenant à réduire l'inflation sans provoquer de récession et sans que le taux de chômage augmente de façon importante. La résistance de l'économie est probablement ce qui permet à la Banque du Canada d'attendre avant de baisser les taux. Plusieurs craignent que l'économie s'affaiblisse trop et que la banque est trop attendue et qu'elle sera obligée de baisser les taux rapidement. À ce stade de son combat contre l'inflation, la Banque du Canada marche sur une ligne mince. Les hausses des taux ont débuté trop tard pour contrôler l'inflation. On se questionne si la Banque du Canada affichera le même retard pour baisser les taux. Le temps n'est pas venu de baisser les taux, ni même de penser à les baisser, fait savoir le gouverneur. Il s'inquiète du fait que la moitié des composantes de l'indice des prix à la consommation augmente encore à plus de 3 % et que les conflits internationaux risquent de faire flamber de nouveau les coûts de l'énergie et du transport. Le prix du logement, sur lesquels la politique monétaire n'a aucun contrôle, continue d'augmenter. Malgré les taux d'intérêt élevés, le marché immobilier se réveille et pourrait rebondir, ce qui préoccupe aussi la Banque du Canada.
Cette dernière veut attendre que l'inflation montre des signes durables de recul. Ces conditions devraient être réunies en juin. La banque n'a pas besoin d'attendre que l'inflation soit revenue à la cible de 2 % avant de commencer à baisser les taux. Contrairement à la Réserve fédérale américaine qui a donné des indications sur les baisses de taux à venir, la Banque du Canada garde son jeu caché. Son gouverneur a toutefois indiqué hier qu'il peut dire au moins une chose, soit que les taux d'intérêt ne baisseront pas aussi vite qu'ils ont augmenté. 1 million d'aînés résidents du Canada ont été jugés admissibles à la couverture pour les soins dentaires, ce qui contribuera à atténuer les obstacles financiers à l'accès à ces soins. Personne ne devrait avoir à choisir entre prendre soin de sa santé dentaire et payer les factures. Le régime canadien de soins dentaires rendra les soins dentaires abordables pour tous les Canadiens, y compris les 9 millions de Canadiens qui, selon les estimations, n'ont pas accès à une assurance dentaire en ce moment. Le gouvernement du Canada invite maintenant les aînés de 70 ans et plus à présenter une demande d'inscription au régime et leur donne des directives sur la façon de vérifier leur admissibilité par téléphone. Les personnes qui ont reçu une lettre sont invitées à contacter Service Canada par téléphone avant le 30 avril 2024. Service Canada se prépare à ouvrir le portail d'inscription en ligne aux résidents canadiens de 65 ans et plus en mai 2024. Une fois que les résidents canadiens ont obtenu l'approbation de Service Canada pour être inscrits au régime, Sun Life les inscrit alors au régime et leur fait parvenir une trousse de bienvenue qui comprend des renseignements sur le régime et la couverture offerte, leur carte d'adhérent et la date de début de la couverture. Les personnes admissibles au régime pourront consulter un dentiste ou un autre fournisseur des soins dentaires dès mai 2024. En maintenant son taux d'intérêt directeur à 5 %, la Banque du Canada a envoyé un message clair aux Québécois qui comptent accéder à la propriété. Un courtier immobilier a affirmé que le meilleur moment pour acheter une propriété, c'est maintenant, alors que de possibles baisses du taux directeur pourraient subvenir cet été. Si on attend une baisse de taux, il va y avoir plus de compétition. On va payer une propriété bien plus chère. Grâce à cette prévisibilité rassurante concernant les taux, les Québécois ont désormais tendance à davantage acheter, alors que le marché immobilier est actuellement plus actif que l'an dernier. L'acheteur est plus en confiance et il passe à l'action. Il visite plus et il achète plus. Les gens basent leur décision de vendre ou d'acheter sur l'évolution du taux directeur ou du taux d'intérêt. Les économistes s'attendent largement à ce que la Banque centrale commence à abaisser son taux directeur vers le milieu de l'année. L'économie canadienne a été touchée par la hausse des taux d'intérêt alors que les consommateurs réduisent leurs dépenses et que les investissements des entreprises diminuent. Alors voilà, c'est ainsi que se termine notre bulletin de nouvelles pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite donc à rester des nôtres après l'Info Témis pour regarder la conférence de presse concernant le projet de 10 nouveaux logements sociaux à Lorrainville, qui s'est tenue le 6 mars dernier. Ici Lauren McLean qui vous remercie d'avoir été là. Bonne semaine à tous. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission d'Info Témis. Au revoir!